Vous écoutez On lit pour vous. Et la chimie créa la vie. Texte écrit par Renaud Manugera-Gagné, paru le 13 février 2026 dans la revue Québec Science. D'où vient la vie sur Terre? Comment est-elle apparue il y a environ 4 milliards d'années? Si cette question existentielle est loin d'être résolue, les scientifiques comprennent de mieux en mieux le contexte qui a permis l'émergence des premiers organismes. Il y a 4 milliards d'années, la Terre n'avait rien de la planète bleue que nous connaissons. C'était une boule de roche instable, bombardée par des météorites et secouée par des volcans furieux. Les éclairs lacéraient le ciel, les premiers océans étaient extrêmement chauds et l'atmosphère était saturée de méthane et d'ammoniac toxique. C'est dans ce paysage apocalyptique que se serait jouée la scène inaugurale du vivant. Des réactions chimiques générant des molécules organiques, d'abord simples, puis plus complexes. Ces molécules, composées de plusieurs atomes de carbone liés à de l'hydrogène et à d'autres éléments, sont considérées comme les ingrédients de base de la vie telle qu'on la connaît. L'idée, c'est qu'il y avait une chimie très riche dès ce moment-là, souligne Christophe Malater, professeur en philosophie des sciences à l'Université du Québec à Montréal. Cette chimie était alimentée par les conditions environnementales, des océans en formation, avec de la chaleur, beaucoup de vapeur d'eau, des bombardements météoritiques, donc des apports variés de réactifs. Au milieu du 20e siècle, une première tentative de reconstitution de ces conditions bouleverse la communauté scientifique. En combinant de l'eau, de l'ammoniac, de l'hydrogène et du méthane dans une fiole, et à l'aide d'une petite décharge électrique imitant la foudre, Stanley Miller et Harold Urey de l'Université de Chicago voient se former plusieurs molécules organiques comme des alcools, des sucres et des précurseurs de lipides. Mais, surtout, ils voient apparaître certains acides aminés, les briques de base des protéines, sans aucune intervention biologique. La preuve que l'organique peut surgir de l'inorganique. Plusieurs failles dans le protocole expérimental sont toutefois mises en lumière par la suite, ce qui remet en question la découverte. Quoi qu'il en soit, l'expérience de Miller-Urey a marqué un tournant en donnant naissance à un nouveau champ de recherche. Aujourd'hui, les études portant sur l'origine de la vie vont de la chimie à l'astrophysique, en passant par la géologie ou les mathématiques. Et pendant que certains scientifiques s'intéressent au moment où la vie est réellement apparue, d'autres retournent plus loin en arrière pour comprendre l'origine des premières molécules complexes, les briques du vivant. Les tout débuts. Une chose met tout le monde d'accord. Certains ingrédients de base sont essentiels pour former les biomolécules que sont les protéines, l'ADN et les lipides. D'abord, la présence d'eau liquide qui facilite les mouvements des molécules et augmente la probabilité qu'elles se combinent en structures plus complexes. Ensuite, des températures raisonnables, comprises entre 0
et 100 degrés Celsius, et finalement une soupe chimique diversifiée, en particulier en éléments clés: carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Pour comprendre l'origine de ces derniers éléments, il faut remonter encore plus loin, avant même la naissance des étoiles. L'hydrogène domine alors le jeune univers. Les réactions nucléaires au sein de générations successives d'étoiles font fusionner les atomes et enrichissent le cosmos en éléments plus lourds, comme le carbone, l'oxygène et l'azote, essentiels à la chimie organique. Au cœur des nébuleuses, de vastes nuages de poussière interstellaire, ces atomes lourds se fixent sur les grains de poussière de silice et les cristaux de glace qui agissent comme des catalyseurs naturels. Ces poussières, c'est un peu la dating app, l'application de rencontre, de la chimie, dit en plaisantant Olivier Bernet, astrophysicien et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique en France. Elle rapproche les bons partenaires, ce qui augmente les chances de réaction. Sous l'effet des radiations, les atomes s'ionisent, réagissent, s'assemblent et donnent naissance à des molécules toujours plus complexes. On connaît aujourd'hui plus d'une centaine de molécules organiques assemblées dans divers environnements spatiaux, confirme Olivier Bernet. Fin 2025, le télescope James Webb a même repéré des molécules organiques possédant plus de 6 atomes de carbone, dont de l'acide acétique, composant du vinaigre, dans de la glace autour d'une jeune étoile, au sein d'une galaxie proche de la Voie lactée. La même année, du tryptophane, un des acides aminés les plus complexes, a été détecté dans des échantillons prélevés sur l'astéroïde Bennu par la mission OSIRIS-REx et ramené sur Terre en 2023. La découverte, qui reste toutefois à confirmer, porterait à 15 le nombre d'acides aminés trouvés sur cet astéroïde, sachant que les protéines de tous les êtres vivants sur Terre sont constituées de combinaisons de seulement 20 acides aminés différents. Ces molécules primitives voyagent durant des milliards d'années dans l'espace. Par endroits, la matière minérale s'agglomère. Poussière, cailloux, astéroïdes, embryons de planètes. Avec elle, la chimie organique, amorcée dans les recoins du cosmos, se retrouve intégrée à la matière solide des mondes en formation. Ainsi, même si une origine terrestre pour les molécules organiques de base n'est pas exclue, l'hypothèse spatiale est la plus prometteuse et la plus étayée. Des planètes comme la Terre pourraient contenir des molécules organiques depuis leur formation, mais aussi en avoir reçu grâce aux météorites. Même si la surface d'un astéroïde fond à l'impact, l'intérieur peut préserver des molécules complexes, précise Olivier Bernet. Pour l'astrophysicien, l'essentiel est clair. L'univers est un immense laboratoire. Il y a sans doute d'innombrables manières pour que la matière devienne complexe, peut-être même vivante. Sur Terre, le cycle de l'eau, l'érosion et l'activité géologique ont pu relier des réactifs chimiques initialement séparés.
Au sein de cette mosaïque géochimique, la diversité moléculaire, combinée à des processus sélectifs dans des lieux spécifiques, a probablement favorisé l'accumulation et le raffinement des molécules organiques complexes nécessaires à la vie. Lit-on dans une revue publiée sur le sujet en 2025. Et cette complexification nous mène à la question suivante. Comment ces molécules simples ont-elles pu s'assembler en système prébiotique, c'est-à-dire menant à la formation du vivant? Certains ingrédients sont essentiels pour former les biomolécules. L'eau, la chaleur et une soupe chimique riche. Quand la matière devient vivante. Dans un laboratoire de l'Université McMaster, en Ontario, Michael Reinstader crée des mondes qu'aucun humain n'a jamais vus. Il compte sur un caisson de simulation d'une trentaine de centimètres capable de reproduire les conditions de surface d'autres planètes ou celles de la Terre telles qu'on imagine qu'elles étaient il y a 4 milliards d'années. Les travaux du directeur de l'Origins of Life Laboratory recoupent plusieurs disciplines. Sciences des matériaux, biophysique, chimie, géologie. Le laboratoire a été conçu comme un carrefour où sont mis en commun les outils nécessaires pour recréer les conditions aux origines de la vie, explique-t-il. Ces expériences reprennent la démarche de Miller-Urey, mais explorent l'étape suivante, le passage de molécules organiques simples à des polymères complexes. Nous savons que les molécules simples se forment facilement, explique Michael Reinstader, mais nous ne les avons jamais vues s'assembler par elles-mêmes en structures complexes comme l'ARN ou l'ADN dans les milieux naturels. C'est cette étape qui nous manque. En effet, s'il y a un point commun à toutes les formes de vie actuelles sur Terre, c'est le fait qu'elles contiennent de l'ADN, de l'ARN, sa molécule cousine, ou les deux. Ces longues chaînes moléculaires portent l'information génétique de chaque être vivant et peuvent être répliquées, photocopiées en quelque sorte, ce qui permet la reproduction. L'ARN a un avantage supplémentaire. Il peut catalyser des réactions biochimiques, si bien que beaucoup de scientifiques pensent que la vie a commencé par de l'ARN capable de se répliquer. Michael Reinstader fait varier fortement les conditions d'humidité, de température, de pH, de pression ou de radiation à l'intérieur de différents simulateurs. Dans certains d'entre eux, de minuscules gouttelettes d'eau flottent dans l'air pour recréer des conditions semblables aux brumes ou aux embruns marins où la chimie primitive aurait pu se mettre en place. Ces tempêtes chimiques dans des gouttes d'eau sont d'un grand intérêt pour la communauté scientifique. Par exemple, des chimistes de l'université Stanford ont observé de minuscules étincelles électriques lorsque des micro-gouttelettes d'eau chargées entraient en contact. Dans un mélange de gaz simulant l'atmosphère primitive, ces décharges fournissent suffisamment d'énergie pour assembler des molécules clés, comme des acides aminés et même de l'uracile, une des briques de l'ARN. Publié en 2025
Dans Science Advances, leur étude indique que les embruns auraient pu jouer un rôle majeur dans la chimie prébiotique. Mais les gouttelettes observées par l'équipe de Michael Reinstadter sont encore plus impressionnantes. L'équipe y a observé la formation spontanée de polymères ressemblant à de l'ARN, mais plus rudimentaires et toujours bien loin des molécules produites dans nos cellules. On ne sait pas si ces molécules sont actives biologiquement, nuance Michael Reinstadter, dont les travaux n'ont pas encore été publiés. Mais ce que ces résultats laissent penser, c'est que nous cherchions peut-être le mauvais type de molécule. La première forme d'ARN n'était pas élégante comme aujourd'hui, elle était robuste. La vie, comme le langage ou l'architecture, a peut-être commencé par des structures rudimentaires, affinées ensuite par le temps. À des milliers de kilomètres de là, à la University College London, des scientifiques ont franchi, en mai dernier, une autre étape cruciale en amenant une molécule composée de 2 brins d'ARN à se répliquer partiellement, le tout sans l'aide d'une machinerie cellulaire. Dans leur étude, publiée dans Nature Chemistry, les scientifiques sont parvenus à séparer ces brins d'ARN grâce à de l'acide et à de la chaleur. Une fois dézippés, les 2 brins ont individuellement servi de trames sur lesquelles se sont fixés d'autres blocs élémentaires d'ARN. De quoi recréer 2 doubles brins. L'équipe a observé ce recopiage partiel en gelant et en dégelant plusieurs fois la solution, des conditions plausibles, selon elle, dans une mare ou une source thermale. De la chimie à la biologie. En dehors des laboratoires, le registre fossile inscrit dans des roches très anciennes reste la principale méthode d'investigation pour répondre à la question cruciale de l'apparition de la vie sur Terre. Les plus vieilles traces de vie connues sont les stromatolites, soit des structures rocheuses produites couche par couche par des communautés de cyanobactéries il y a environ 3,5 milliards d'années, découvertes dans des roches en Australie, au Groenland et au Nunavik, bien que dans ce dernier cas, les observations soient controversées. Or, ces êtres vivants primitifs sont déjà trop complexes pour représenter les premières formes de vie. Et le registre est dur à lire. La Terre est une planète dynamique, rappelle Hanika Rizzo, professeure en sciences de la Terre à l'Université Carleton à Ottawa. Les plaques tectoniques bougent, les roches sont chauffées, comprimées, étirées. Plus on remonte dans le temps, plus la mémoire minérale s'efface. C'est un peu comme si on cherchait à reconstituer un livre dont les premières pages ont été brûlées, réécrites et déformées. Les roches les plus anciennes retrouvées jusqu'à maintenant, celles du nord du Québec, ont 4,3 milliards d'années. Elles portent des traces d'eau liquide, mais certainement pas de fossiles. S'il y en a eu, ils ont été détruits depuis longtemps. Alors, plutôt que de se fier aux structures visibles, Hanika Rizzo analyse la composition chimique de ces vestiges rocheux. Son approche consiste à utiliser les isotopes de certains métaux,
soit des atomes d'un même élément, mais dont les noyaux sont légèrement différents, pour détecter une activité microbienne passée. Certaines bactéries extrémophiles modernes, aux propriétés semblables à celles qu'auraient pu posséder les premières formes de vie, intègrent des métaux, comme le tungstène, dans leur processus biologique, explique-t-elle. Ce faisant, elle transforme légèrement les ratios entre les différents isotopes de tungstène dans leur environnement. Si on trouvait une signature d'isotope inhabituelle dans la roche, on pourrait en déduire qu'il y a eu de la vie, même après l'élimination des organismes du registre fossile. Cette approche ne s'arrête pas à la Terre. Elle pourrait servir à analyser des roches martiennes ou des météorites. En trouvant le moment où la chimie s'est transformée en biologie sur notre planète, des scientifiques pourront répondre à une autre question essentielle. Quelles sont les chances que la vie émerge quelque part? Résulte-t-elle d'un enchaînement d'accidents hautement improbables? Ou plutôt de processus géochimiques quasiment inévitables? De quoi éclairer notre quête de vie ailleurs dans l'univers. C'était « Et la chimie créa la vie », un texte de Renaud Manugera-Gagné, paru le 13 février 2026 dans la revue Québec Science. Québec ouvrira un traitement pour les traces laissées par d'anciens médicaments contre le VIH. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 29 juillet 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? Québec lance un programme, en vigueur dès maintenant, pour rembourser le Sculptra, un traitement pour la lipoatrophie faciale causée par les anciens médicaments contre le VIH. Le programme, initialement prévu pour 2020, a été retardé en raison du statut du Sculptra, considéré comme un instrument médical et non comme un médicament par Santé Canada. Une enveloppe récurrente d'environ 500 000 $ par an est consacrée au remboursement de ce traitement. Québec lance un programme qui aurait dû voir le jour il y a plus de 6 ans afin de couvrir un traitement pour les traces laissées par d'anciens médicaments contre le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, a appris Le Devoir. Chez certaines personnes, ces thérapies de première génération ont laissé des marques visibles au visage qui peuvent être source de détresse, de stigmatisation et d'isolement. Je n'aurai plus le look d'une personne vivant avec le sida, se réjouit Michel dans la soixantaine. Nous utilisons un prénom d'emprunt à sa demande car il craint d'être stigmatisé. Il vit avec la lipoatrophie, soit la perte anormale de graisse à différents endroits du corps. Dans son cas et celui de plusieurs, c'est son visage qui s'est profondément amaigri. La lipoatrophie est associée aux premières générations de traitements contre le VIH apparus à la fin des années 1990. Il n'y avait pas d'autre choix à l'époque, on était dans une situation où il fallait sauver des vies, rappelle le docteur François Laplante, qui travaille à la clinique médicale du Quartier Latin à Montréal. Si les médicaments actuels contre le VIH n'entraînent plus ces effets, pour plusieurs patients, les marques physiques des traitements passés persistent, parfois depuis des décennies. Pour traiter la lipoatrophie faciale, le programme permettra aux personnes vivant avec le VIH qui ont reçu des traitements de première génération pendant au moins 6 mois de se faire rembourser le Sculptra, un agent de comblement qui stimule la production de collagène. Il est en vigueur dès maintenant. Une enveloppe récurrente d'environ 500 000 $ par année y est consacrée.
Jusqu'ici, les gens atteints de l'hypoatrophie devaient payer eux-mêmes les traitements de comblement dont les coûts peuvent atteindre plusieurs milliers de dollars, précise le docteur Laplante. C'est une bonne nouvelle, estime Michel, mais j'ai quand même un sentiment doux amer de voir que ça a pris tout ce temps pour que le gouvernement mette en place un accès à ces traitements. Ça ne pardonne pas son inaction. Atteinte aux droits fondamentaux. En 2019, une annonce selon laquelle le traitement serait couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, a été faite, rappelait la commissaire nationale aux plaintes et à la qualité des services, Martine Gosselin, dans un rapport publié l'an dernier et obtenu par Le Devoir. Le programme devait être opérationnel en 2020. Or, 5 ans plus tard, aucune initiative formelle n'avait été mise en œuvre pour permettre aux personnes concernées d'y accéder via des médecins participants au régime public, constatait Martine Gosselin en juillet 2025. Estimant que les impacts de ce retard allaient bien au-delà de la simple attente administrative et qu'ils touchaient à la santé physique, à la dignité, à la santé mentale et au droit fondamental d'accéder à des soins reconnus comme nécessaires sur le plan médical, Mme Gosselin recommandait au gouvernement, dans ce même rapport, de déployer le programme sans délai. Pourquoi un tel retard? L'un des principaux obstacles au déploiement du programme était lié au statut du Sculptra, considéré comme un instrument médical et non comme un médicament par Santé Canada, explique au Devoir le ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS. Il ne pouvait donc pas être inscrit sur la liste des médicaments couverts par le régime public québécois. Pour permettre l'accès au traitement, le MSSS dit avoir travaillé à l'élaboration d'un programme spécifique de prise en charge et de remboursement plutôt qu'à une inscription à la liste des médicaments. Le ministère a aussi conclu une entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec afin d'établir un tarif pour l'acte médical consistant à injecter le Sculptra dans le traitement de la lipoatrophie liée aux anciens traitements contre le VIH. C'était « Québec couvrira un traitement pour les traces laissées par d'anciens médicaments contre le VIH », un texte de Florence Morin-Martel, paru le 29 juillet 2026 dans Le Devoir.